Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus pour le premier meet-up de la rentrée. Vraiment un sujet qui nous passionne chez Front Guys, qui est lié évidemment à l'humain, c'est l'accessibilité. Et on va avoir vraiment une très très bonne introduction à tout ça grâce à Alexandre. Et je vais peut-être te laisser te présenter par la suite, et donc il va nous dérouler sa présentation. Okay. Et puis ensuite, vous aurez un temps de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à échanger à la fin de la présentation avec nous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, moi, voilà, ça c'est mon nom. Alex, c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis designer et researcher. Donc tout ce qui est stratégie, cadrage, études, etc. Enfin bref, chez Devoteam, en mission chez GRDF. Je travaille sur les problématiques internes en fait de GRDF, sur tous les services et les process qu'il peut y avoir de l'organisation. Et faut savoir que moi j'ai commencé, donc ça fait 12 ans que je fais ça, et j'ai commencé par l'accessibilité. En vrai, quand j'ai découvert le multimédia et tout, l'ergonomie, j'ai découvert l'accessibilité et j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, je me suis vachement penché là-dessus, mais à l'époque, personne n'en avait rien à foutre. Voilà. Merci la réglementation qui a changé les choses. Ça, je vais vous en parler pendant la presse pour le coup, parce que maintenant, tout le monde s'y intéresse. Et donc voilà, le but, c'est de vous montrer un peu tous ces petits trucs-là et essayer de faire une introduction et à la fin, répondre à vos questions si vous en avez. Ou on peut faire ça en même temps, en fait. Je peux faire des pauses, parce que ça va, on est assez nombreux. Et si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Mais généralement, ça devrait aller assez bien. Je te coupe juste 2 secondes. Pour poser des questions, vu que tout est enregistré, je vous invite à vraiment parler à chaque fois avec le micro pour que ça puisse être audible pour le replay. Incroyable. Merci. Donc voilà, c'est une présentation sur la sensibilisation par rapport à l'accessibilité. Bon, vous allez voir le logo GRDF partout, c'est parce qu'à chaque fois on l'utilise pour effectivement nos présentations. J'ai repris une présentation qu'on fait en interne chez GRDF pour les chefs de projet. Voilà. Mais un peu plus technique et un peu plus pour les designers pour le coup, surtout sur la dernière partie. Donc qu'est-ce qu'on va parler? On va remettre les points sur les i sur qu'est-ce que c'est le handicap. Ensuite, on aura une partie justement sur qu'est-ce que dit la réglementation qui existe actuellement et la loi, quelles sont les obligations. Et puis on verra quelle est cette réglementation un petit peu en détail avec comment elle se met en place. Et enfin, j'essaierai de faire une ouverture pour vous dire, parce qu'en fait on parle beaucoup de l'accessibilité, les trucs comme ça fait un peu peur souvent. Donc le but c'est à la fin de vous montrer comment on peut mettre en place justement une démarche d'accessibilité dans les projets. Ça vous va? Ouais. Oui, j'ai des hochements de tête incroyables. Donc le handicap. Qu'est-ce que c'est? Bon, quelques chiffres très rapidement. Il faut savoir que c'est beaucoup de gens quand même. Il faut savoir que là-dedans, on prend en compte n'importe quel type de handicap, qu'il soit visible ou invisible et supposé. C'est pour ça que les chiffres ne sont pas très bien parce que ça dépend aussi de la déficience et de la gravité de la déficience en quelque sorte qu'il peut y avoir. Donc on estime par exemple en France c'est ça, sachant qu'on a quand même à peu près 20% de la population française qui a une déficience visuelle. Voilà, qu'importe quelle. On parle beaucoup, quand on voit le handicap, on utilise souvent, même moi je mets le petit emoji fauteuil roulant en haut, on ne le voit pas très bien, mais en vrai on pense toujours au handicap avec les fauteuils roulants, ce genre de choses. Il faut savoir que 80% des handicaps ils sont invisibles, ils ne sont pas ceux qu'on voit et c'est pour ça que c'est aussi important de le savoir parce que ça peut être des handicaps qui sont cognitifs notamment, il y en a beaucoup, il y en a même de plus en plus qui rentrent en compte, comme tout ce qui est troubles de l'attention. Il faut savoir qu'on peut avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés pour des troubles de l'attention, de l'autisme aussi, ce genre de choses, sans que forcément ça se voit ou ça se sente. Voilà. Et après, bon, ça touche forcément au niveau mondial. On a un pourcentage un peu plus bas. Ça s'explique par rapport déjà à la connaissance du handicap au niveau international et au niveau de mesure, comment on mesure le handicap international. C'est pour ça que les chiffres ne sont pas les mêmes en termes de pourcentage généralement entre la population française et mondiale. Et après, c'est lié aussi à nos rythmes de vie, à notre culture et à plein de choses. Donc, le handicap, je vous ai dit, on parle souvent de tout ce qui est fauteuil roulant, les personnes aveugles, les personnes sourdes. On ne dit pas sourd et muet d'ailleurs. Je ne sais pas si vous dites sourd et muet, on ne dit jamais muet, on dit juste sourd.
pour le coup. Donc ça, on va dire c'est les handicaps permanents, c'est-à-dire que c'est un truc qui va vous rester à vie potentiellement. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les handicaps temporaires et situationnels qui ont lieu au cours de votre vie et que tout le monde peut avoir. Si vous êtes dans la rue et qu'il y a trop de lumière à l'extérieur, votre téléphone, vous avez du mal à voir si les contrastes ne sont pas assez élevés. Et ben ça, c'est un handicap situationnel. Vous êtes fatigué, vous avez un handicap cognitif qui est temporaire. Vous êtes malade, vous avez une conjonctivite, des trucs comme ça. Vous avez un enfant dans les bras, vous avez un bras en moins, etc., etc. Donc en fait, le handicap, ça touche tout le monde. Donc en fait, le pourcentage qu'on vous donnait par rapport au handicap avant, c'est le handicap permanent. Mais si on inclut le temporaire situationnel, on touche, alors c'était Microsoft qui avait fait ça, c'est à peu près 80-85% de la population qui peut avoir une situation de handicap. Les 4 grandes catégories de handicap qu'on prend en compte dans l'accessibilité, premièrement, tout ce qui est visuel, donc qui est lié aux formes, aux couleurs et puis après ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours. Vous aurez la presse si vous voulez, vous laissez votre adresse email, on vous envoie juste la presse pour que vous puissiez tester. Il y a plein de petits liens pour rigoler un petit peu. Alors il y a des outils aussi. Bon, je peux quand même vous en montrer un juste pour le plaisir. Celui-là. Il n'y a pas d'épileptique? Non? Non. Ok. Il faut prévenir généralement. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, ça fait penser aux années 90. Alors c'est un exercice de style, hein, ils ont fait exprès. Mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, on peut rigoler parce qu'on trouve ça un peu abusé. Ça, le truc qui bouge là, je l'ai trouvé sur des sites récents. Hein. Pour le coup, il ne faut jamais faire ce genre de choses. Les trucs qui bougent comme ça, là, c'est pas bien. Hein. Tous les petits gifs. À partir du moment où ça bouge, c'est pas bien. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez vous amuser un petit peu, vous pourrez regarder par rapport à ça. Il est où lui? Il est là. Et après, vous aviez, ça c'est si vous voulez vous amuser. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert, c'est un formulaire. C'était très rigolo, ça avait fait du buzz. Il faut réussir, il y a un chrono, il faut arriver au bout du formulaire. Et c'est tous les pires trucs qu'on peut faire. Le pire, c'est qu'en fait, c'est extrapolé, mais quand on fait de l'accessibilité, on fait non, mais en vrai, ça, il y a vraiment des trucs qui fonctionnent à peu près. C'est pire que la réalité, mais il y a des trucs qui existent comme ça. Donc pour ça, bien évidemment, la plupart du temps, on parle des ratios de contraste. Donc il faut les tester, bon, ça on en parle beaucoup et c'est vachement bien. Mais il faut penser aussi à tout ce qui est la typographie. Pensez à avoir des polices qui sont adaptées pour les personnes orthographiques dyslexiques, tout ce que vous voulez. Il y a des polices qui sont plus adéquates. Par exemple tout ce qui est open sans, ces polices qui sont très ouvertes, elles sont source sans, les trucs comme ça, elles sont plutôt pas mal. Work sans, est bien aussi. Les trucs en sans, c'est sympa pour le coup. Et puis il y a plein de règles, hein, bien évidemment. Donc, on va adapter le visuel par rapport à ça. Bon, ça, c'est un peu souvent. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, quand on parle de déficience visuelle, il y a justement les personnes aveugles. Les personnes aveugles, elles ont besoin de lecteurs d'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un lecteur d'écran. Ouais, il y en a qui ont testé. C'est assez intéressant parce qu'on ne navigue pas à la souris, bien évidemment, on navigue au clavier. Et du coup, ça change toute la perception de comment on navigue. Et c'est super. Donc, je vous conseille de tester sur le téléphone, activez le VoiceOver si vous avez un iPhone ou le TalkBack sur Android. C'est très marrant à utiliser. Et sur Android, en plus, c'est très simple. Vous avez juste, alors ça dépend de votre Android, il y a juste les 2 boutons volume. Je crois que je n'ai pas mis le son, parce que si je vous mets le son, c'est un peu. Et en fait, c'est avec des slides. Et il y a un TalkBack derrière, mais il est un peu chiant à. Il va pas très vite. C'est un peu chiant. Mais je l'ai mis un peu lent, donc ça va. Mais testez un peu ça. Il y a des tutos justement pour vous expliquer comment utiliser avec la gestuelle de votre téléphone. Il faut s'habituer parce qu'on a tendance à faire avec comment nous on a l'habitude d'utiliser Internet. Et en fait, il faut le faire avec comment les autres le font. Il faut savoir utiliser Internet avec des lecteurs d'écran. Apprenez à le faire. Et ça vous permettra de savoir comment faire en fait. Et puis pour tester, c'est pas mal. C'est pas mal pour le coup. Mais après, je reviendrai sur les critères vers la fin. Tout ce qui est moteur. Alors effectivement, vous avez les personnes avec des déficiences qui sont liées à des accidents, à des malformations, à la génétique, etc. Donc il y a plusieurs catégories, cérébrales, médulaires et neuromusculaires.
grosso modo, c'est les personnes qui n'ont pas une capacité totale à pouvoir utiliser leurs membres. Donc là, vous avez un site qui permet justement de simuler comme si la souris avait Parkinson et essayer de cliquer sur un bouton quand vous avez Parkinson. Si la cible est trop petite, c'est très compliqué pour le coup. C'est pour ça que la taille des boutons, c'est important, ce genre de choses. Voilà. Et puis ça, c'est un très mauvais exemple. C'est pour vous montrer à quel point le réseau de transport n'est pas accessible. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, il faut appeler des fois, sur certaines gares et stations, il faut appeler la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous déplacer dans la journée par rapport à un truc, vous ne pouvez pas en fait. Ça vous est complètement impossible. Donc pour ça, on va penser aux autres méthodes qu'on peut avoir. Donc je vous l'ai dit, avec la tabulation, le clavier. Il y a aussi la commande vocale, il y a avec les yeux, il y a du eye tracking et on regarde, enfin, ça permet de voir où les personnes posent leur regard. Et du coup, ça active la souris, le curseur. Vous avez une méthode de pression. Alors ça peut être un bouton, ça peut être un joystick, ça peut être une paille aussi. Il y a des personnes qui utilisent avec une paille les systèmes. C'est super intéressant. Et après, il y a des trucs très innovants par la pensée. Ce n'est pas encore trop au point, je vais vous avouer, mais ça existe. Hein. Là, on est un peu dans le turfu pour le coup. Voilà. Mais allez regarder ce genre de choses, en fait. Inspirez-vous, voyez comment les gens utilisent et c'est assez intéressant. Parce qu'au final, ça fait aussi qu'on va penser autrement et on va concevoir de manière plus simple ce que l'on fait sur Internet. Ça va pour l'instant? C'est plutôt simple. La troisième catégorie, tout ce qui est auditif, donc effectivement, quand on n'entend pas moins bien, etc. Bon, la plupart du temps, effectivement, ça c'est pour tout ce qui est audio, vidéo, bien évidemment. Mais bon, Internet est bourré de trucs audio et vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Le plus souvent, voilà, transcription textuelle, les sous-titres, c'est le truc qui marche la plupart du temps. Donc pensez toujours à avoir ce genre de choses qui sont en place. Après, ça c'est pour votre information, il y a des personnes justement qui peuvent utiliser pour faciliter la communication avec des services Roger Voice qui leur permettent justement de contacter des services téléphoniques. Quand ils sont sourds malentendants et qu'il n'y a qu'un service téléphonique, en fait, ils appellent ça, qui fait une transcription en fait, entre eux et le service. Voilà, il faut savoir qu'il y a des aides par rapport à ça. Et puis, en fait, quand vous pensez votre service de manière générale, il faut penser aussi à l'interaction humaine pour ces personnes-là et quel type d'interaction est nécessaire. Si vous mettez un truc uniquement par chatbot, uniquement par téléphone, etc., ça ne marche pas. Il faut penser pluralité, en fait. Pour être inclusif, il faut penser la diversité, il faut penser la pluralité. Et enfin, les déficiences cognitives. Donc ça, c'est les plus compliqués à prendre en compte parce que forcément, enfin même dans les critères d'accessibilité, il y a très peu pour l'instant de critères qui permettent de gérer tout ce qui est déficience cognitive. Donc là, c'est un peu le bon sens. C'est la pertinence, la logique d'enchaînement, ce genre de choses, montrer toujours à la personne où elle est. Voilà, il y a plein de choses. C'est un peu compliqué. Donc là, on va retrouver tout ce qui est les troubles du développement, les troubles envahissants et les troubles cognitifs, donc qui sont acquis ou évolutifs. Donc vous avez tout ce qui est, je vous l'ai dit, un trouble de l'attention. Oui. On peut poser des questions. Oh, vas-y. Et donc, est-ce qu'on a remarqué une augmentation de cette déficience-là depuis la démocratisation des écrans, que ce soit tablettes, smartphones, etc. Ce qu'on a remarqué, non, en fait, c'est surtout que les méthodes de diagnostic ont évolué, donc on en détecte plus. C'est tout ce que je peux dire. Par contre, pour la déficience visuelle, oui. dont être stéréo-blind, vous connaissez le daltonisme, et en fait la stéroscopie c'est le fait d'avoir deux yeux et de pouvoir voir en 3D. En fait si vous mettez des enfants le plus jeunes devant des écrans, ils deviennent stéréo-blind. La VR fait ça aussi. Et du coup vous voyez en fait en 2D, vous ne voyez plus la perspective. C'est un truc que vous pouvez acquérir au cours de votre vie et du coup ne plus voir. Il y a des gens qui naissent comme ça. Mais tout ce qui est cognitif, c'est les méthodes ont changé. Par exemple, de plus en plus de femmes sont diagnostiquées autistes parce qu'on n'avait pas avant les capacités de… Ce n'est pas les mêmes symptômes liés à la construction du genre et à tout ce qui est à côté. Et du coup, en fait, les femmes n'ont pas les mêmes symptômes exacts parce qu'elles le dissimulent beaucoup mieux que les hommes, l'autisme. Parce qu'elles sont habituées à dissimuler, à ne pas exprimer, etc. Donc maintenant, il y a des méthodes de diagnostic spécifiques pour les femmes. Et donc, on le trouve sous les troubles de l'attention et l'autisme de plus en plus. Mais je ne crois pas que ce soit… Après, il y a tout ce qui est biais cognitif et qui s'amuse énormément à jouer sur les fondamentaux cognitifs qu'on a. Mais voilà,
Donc ça, de manière générale, ça c'est des pistes un peu qu'on peut mener. Faire attention à avoir quelque chose de clair, de simple, de compréhensible, pas utiliser des termes qui sont trop complexes. Alors en vrai, c'est des principes de base en architecture d'information, hein. Mais on les rappelle, on les martèle. Faut savoir que l'accessibilité, c'est des standards du web, c'est des standards en ergonomie des interfaces et ça joue aussi sur d'autres sujets. Oui. Oui, j'avais une petite question pour la compréhension sur les mots soulignés. Parce que c'est vrai qu'en UX, on nous dit souvent qu'il faut justement pour les personnes qui ne voient pas bien les couleurs, rajouter par exemple l'effet de soulignement pour un lien. Quand il est dans un texte. Ouais, par exemple. Et du coup, je voudrais bien une petite précision pour tout ce qui est souligné. Est-ce que c'est lié au fait que c'est moins visible pour des… C'est quand tu écris un texte. D'accord, ok. C'est quand tu écris, pas quand tu fais des liens. Ça, c'est pour… parce qu'en fait, on peut le faire pour des mises en page, des choses comme ça, on l'a déjà vu. S'il souligne des titres et des choses comme ça, c'est pas bien parce qu'en fait, ça va perturber la lecture. En fait, faut toujours, en gros, faut toujours avoir de l'espace au-dessus et en dessous des caractères pour permettre de facilement lire les trucs. Ok, merci. Ouais. Mais non, c'est pas pour les liens pour le coup, ça c'est bien. C'est bien. Mais l'espace, c'est quelque chose de très important, le blanc, utiliser le blanc pour justement faire en sorte d'avoir quelque chose de clair et penser sens de lecture de manière générale. Bon, on a dit ça. Maintenant, on va parler un peu de la loi. Ça, c'est mon truc préféré, j'adore parce que c'est… En vrai, moi avant, je disais, il faut faire de l'accessibilité parce qu'en plus, tout le monde trouvait ça relou. Donc moi, j'étais à fond, j'aime bien faire chier les gens. Et je leur disais, c'est pas bien et tout ce que tu fais. Et c'était mon argument phare. En 2019, ils ont commencé à faire le truc et là, j'étais en mode, oh, ok, il va y avoir des sanctions, ça va être trop bien. Et du coup, je disais, attention, hein, j'avais le fouet comme ça. Et j'étais en mode, c'est pas bien ce que tu fais hein, parce que ça va te taper dessus. Je vais vous montrer la réalité des choses. Bien sûr. Après, j'ai menti pendant encore quelques temps parce que personne ne regardait vraiment et encore maintenant, personne ne regarde vraiment. Donc techniquement, je vous invite à mentir sur la réglementation et les sanctions possibles. Ça marche parce que de toute façon, les gens n'iront pas lire. Donc mentez. C'est pas bien ce que je dis. Donc, qu'est-ce que l'accessibilité numérique selon justement la loi? C'est cette petite phrase en fait, tout simplement. Hein, c'est le fait de concevoir pour que n'importe qui puisse, et vraiment n'importe qui, c'est pas forcément, on ne pense pas que handicap, n'importe qui puisse utiliser. Parce que dans l'esprit, le web est fait pour partager, pour s'informer, pour contribuer. Et il y a une notion de contribution qui est super importante là-dedans pour faire en sorte que tout le monde puisse justement participer à la vie du web. Plus on a de la diversité et plus ça apporte justement de la richesse au web. Bon, sauf les trolls et les gens extrémistes. Mais ça, c'est un autre délire. Merci Twitter. Donc, comment chronologiquement que ça s'est fait ce truc? En gros, il faut savoir que bon, le premier référentiel date de 1999 par le W3C, standard du web international, tout ça, ça s'appelle le WCAG. Alors, je ne sais pas comment on le prononce, les gens ils disent juste WCAG, moi je dis WCAG. WCAG, comme vous voulez. Mais en 2005, il y a une loi qui est tombée en France et se sont dit, ah bah tiens, l'accessibilité c'est bien et faire en sorte que n'importe quel citoyen, citoyenne puisse participer à la vie active en fait du pays. On va faire en sorte que tout ce qui est dans l'administration, enfin fait par l'État, soit accessible. Donc il y a quand même une loi qui existe sur l'égalité des droits et des chances qui prenait en compte aussi l'aspect numérique. Mais un peu en mode, voilà, c'est dans la loi. Le problème, c'est que quand vous avez une loi, il faut mettre des décrets derrière pour qu'il y ait une application. Donc ça, il y a eu donc, au moins un arrêté pour le coup. Là, c'est un arrêté qui a été fait pour lancer le premier référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Le RGAA, à la base, c'était pour administration. Maintenant, c'est application, parce que c'est plus général. Et donc là, ça a imposé aux administrations de s'y plier. Bon, ça n'a pas été un échec, on va dire que ça n'a pas marché. Mais ils ont quand même tenté. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Franchement, ça, avec le design system de l'État et tout, c'est vachement bien. Et puis, ils se sont dit, maintenant, il va falloir qu'on oblige tout le monde à le faire. Aussi, pression de l'Europe. Hein, il y a un peu un truc au niveau de l'Europe qui est fait. Il faut savoir que maintenant, l'Europe oblige en fait aussi des mesures d'accessibilité.
pour les entreprises. C'est un peu vague comment ils le disent, mais bon. Donc en 2019, ils ont dit, voilà, si vous avez plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh ben, vous êtes obligé de faire de l'accessibilité. Et ils ont sorti le référentiel 4.0. On était quand même à la 4e version avant qu'ils fassent un truc au niveau de la loi. Hein. Donc il y a eu 3 versions avant. Donc ils font la 4e version qui est plus simplifiée, moins de critères, un peu plus facile à faire, mais qui est basée sur les obligations légales aux États-Unis. Vous avez des obligations légales aux États-Unis qui sont beaucoup plus sévères, en fait. Et du coup, aux États-Unis, ils ont ça. Et nous, on a dit, en fait, comme ça nous permet, s'il y a des applications qui sont faites en France, pour les États-Unis, elles rentrent dans le champ. Donc, théoriquement, les 106 critères qui sont présents dans le RGA, depuis la 4.1, ils sont obligatoires, à 100%. Il faut tout faire. La réalité, si vous ne le faites pas, on ne vous dit rien. C'est ça le problème des lois qui n'ont pas de sanctions, pour le coup. Par contre, il y avait une sanction que je vais expliquer après. Donc 2019, ils ont laissé un an en mode il n'y aura pas de sanction, attendez septembre 2020. On attend septembre 2020 et après on peut commencer. À ce jour, il n'y a toujours pas de sanction. Il n'y a pas un truc de si l'entreprise déclare qu'ils font ce qu'il faut. C'est exactement ça. En gros, il y a 2 obligations que je vais expliquer après qui sont la déclaration de conformité ou de non-conformité, de conformité partielle. Et vous avez le schéma pluriannuel pour dire le plan d'action, les mesures qui sont prises. Par contre, il y a ce truc-là, 2023, ça prend un peu de retard, mais ils vont faire des obligations de résultats. Et là, qui ont certainement des sanctions qui vont arriver. Aussi, ce qui est arrivé cette année, c'est que 5 entités, je n'ai pas les noms, 5 entités ont été mises comme gendarmes de l'accessibilité numérique. Donc, potentiellement, il y a des sanctions qui peuvent tomber. Donc, ça, on peut utiliser pour dire, vaut mieux qu'on le fasse maintenant plutôt que ça nous tombe sur la tronche. Voilà. Aussi, ça prend en compte l'intégralité des applications de l'entreprise qui a ce chiffre d'affaires qui sont développées à la charge de l'entreprise. Donc, le SaaS aussi, pour le coup. Par contre, si c'est SAP, non, en fait, c'est à la charge de SAP parce que là, c'est une solution complète qui est embarquée dans l'entreprise. Si Outlook, Teams, les trucs comme ça ne rentre pas en compte. Par contre, tout ce qui est développé par l'entreprise en interne, etc., tout ce qui est intranet, extranet, c'est-à-dire utilisé par les salariés ou utilisé à l'externe, doit se plier au RGA. Donc, par exemple, chez GRDF, on a plus de 500 applications. C'est beaucoup. Et il n'y en a aucune qui a quoi que ce soit. Donc, ça s'améliore petit à petit. Donc, potentiellement, voilà, c'est le risque. Et c'est multiplié, c'est par application la sanction. Oui. Sur justement ce référentiel pour pas avoir de sanctions, une entreprise qui a envie du coup de respecter ces critères, est-ce qu'elle est obligée de passer par un organisme ou un designer et développeur, par exemple en binôme, qui aurait le référentiel, peuvent s'en sortir et faire un premier rapport pour l'entreprise? Oui, ça je vais l'expliquer, mais grosso modo, oui, mais il faut que ce soit honnête, il faut que ce soit quand même bien fait. Il n'y a pas d'obligation sur qui doit le faire. Il y a une recommandation. Il faut que ce soit, ils disent que c'est mieux si c'est fait à l'externe qu'à l'interne, mais si c'est fait à l'interne et que c'est bien fait, ils ne vont pas embêter. Par contre, ils vont être beaucoup plus regardants si c'est fait à l'interne. Ils vont dire, est-ce que juger parti, c'est pas terrible. Mais ils ne l'interdisent pas, ils sont en mode c'est possible. Donc, les 2 trucs sanctionnables. Donc, ces 2 documents qui sont… alors ça, ce n'est pas sanctionnable en vrai, mais ce qui est sanctionnable, c'est l'audit, la déclaration de conformité ou de non-conformité doit être affichée sur le site. Généralement, on la met dans le footer, il y a un petit lien avec le pourcentage de conformité, vous y avez accès. Donc ça, c'est un document qui doit être fait, qui doit être renouvelé tous les mises à jour majeures ou tous les 2-3 ans, pour le coup. Et le deuxième, c'est le schéma pluriannuel qui n'est pas très dur à faire en vrai, mais qui est la politique d'accessibilité et d'accessibilité numérique de l'entreprise et le plan d'action en mode sur 3 ans. Et tous les ans, il faut voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Ça, c'est pour montrer bonne patte. Si vous n'avez pas ces 2 documents, c'est 20 000 € par application par an. Et théoriquement, dans le texte de loi, au bout de 3 ans, c'est poursuite judiciaire. Il n'y a toujours pas de sanctions qui sont tombées, donc les poursuites judiciaires, elles vont arriver dans longtemps encore, je pense. Si vous voulez vous renseigner dessus, c'est très simple.
toutes les ressources sont officielles, sont très très bien. Je n'utilise rien d'autre. Moi, j'ai déjà vu des designers, des développeurs qui vont s'amuser à regarder sur d'autres sites, etc. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça parce que ces trucs ne sont pas à jour, ne sont pas les vrais textes. Des fois, il y a des machins, je fais non, c'est pas ça. Il y a des trucs faux. J'ai vu vraiment des trucs faux aussi parce que les gens ils me disaient mais je comprends pas, il y a ça. Ils me montrent le lien, je fais mais c'est faux en fait ce truc. Donc, n'allez pas voir des ressources externes. Fiez-vous aux ressources officielles qui sont très bien. Vous avez le site du RGA avec l'ensemble des critères. En plus, ils l'ont refait entièrement. Il est beaucoup plus facile. Vous avez donc, ça c'est la version mobile qui a été faite par le Luxembourg. En fait, c'est ça, mais avec quelques critères en plus. Par contre, sur les tests en mobile natif, ça ne vous dit absolument pas comment faire. Hein. Là, ça vous dit le HTML, le CSS, ce qu'il faut faire. Par contre, la RAM, c'est… Ok, on va faire comme ça. Ça reprend vachement le truc avec des éléments en plus. Et vous avez le site de la délégation interministérielle du numérique, la DINUM pour les intimes, dont fait partie justement tous les designers aussi. Hein. Il y a une équipe de design qui ont du design system, ce genre de choses, ils l'ont fait là-bas, qui est très bien fait pour le coup, pour vous expliquer tout ce que je vous explique là. Il y a des guides et tout. Je pourrais rajouter aussi le site design.gouv, qui est incroyable, c'est un de mes sites préférés, qui est vraiment très très bien. Ils ont vraiment recruté des très bons designers. Ils ont maltraité, mais ils ont recruté des bons designers. Ceux que je connais là-bas, il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out et des trucs comme ça et qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils sont externes. Enfin, bref, ils n'avaient pas très bien. Et vous avez un système d'audit qui est lié au RGA qui s'appelle ARA. ARA. Je ne l'ai pas mis à jour la presse par rapport à ça, qui est un outil pour faire des audits. Alors c'est manuel, hein, si vous n'y connaissez rien en audit, c'est ça le mais, c'est si vous n'y connaissez rien et que vous commencez à lire les critères, il y en a où ça va être en mode « oh c'est facile » et il y en a où vous êtes en mode « ah ok j'ai compris ». Non, vous n'avez pas compris. C'est un peu alambiqué les termes, donc c'est mieux quand même de suivre une formation ou si vous avez un doute, allez regarder sur internet ce que ça veut dire vraiment, vraiment tout. Regardez, il ne faut pas imaginer ou vous savez ce que ça veut dire. Il faudrait que je mette des exemples dans les presses que je fais parce qu'il y en a vraiment qui sont… C'est un peu… à votre avis, ça veut dire quoi ça? Eh ben non, vous avez tort. C'est un peu relou. Surtout quand on est designer et développeur et qu'on a nos propres termes du langage courant. Ceux qui ont fait ce truc-là, le RGA, ils ne sont pas là-dedans en fait. C'est pas très fun. Est-ce que vous savez ce que c'est un tableau de présentation? Et non. Au début, quand il me dit les tableaux de présentation, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, comme on faisait les sites internet pour zoner, on faisait un tableau et on mettait des iframes comme ça dedans. Je ne sais pas si vous avez. Eh ben, c'est ça, un tableau de présentation. Voilà, il faut le savoir. Ce n'est absolument pas marqué nulle part. Il faut le savoir, ce truc. Voilà, c'est des pièges comme ça qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant que je passe justement au RGA un peu en détail? Ça va être la partie la plus intéressante si vous voulez apprendre des trucs. Ça va? Ok. Donc ça, c'est les arguments si vous voulez défendre le truc. Ça marche plutôt bien. Donc maintenant, le RGA, notre cher ami. Alors, il est basé, comme je vous l'ai dit, sur le WCAG. Le WCAG 2.1, ils sont en train de faire la version 3.0, qui n'est toujours pas sortie, mais qui sortira un jour, je l'espère. Ça commence à dater. Qui est basé sur 4 principes fondamentaux. La perception, la compréhension, l'utilisabilité, la robustesse. Le but, c'est que toute interface par quoi ça doit être perceptible. Alors pourquoi on dit perceptible? C'est pour inclure pas que la vue, parce que la perception elle est différente en fonction des déficiences qu'on peut avoir, tout simplement. La compréhension, effectivement, bon, je voulais parler de tout ce qui est déficience cognitive et tout, mais la pertinence, la clarté, savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. L'utilisabilité avec n'importe quel système. Et puis la robustesse, c'est un point de vue technique, c'est que tout ce qu'on fait, vu que les technologies d'assistance peuvent être un peu vieillissantes des fois, elles ne sont pas forcément mises à jour par les personnes parce qu'ils sont habitués, qu'ils ont peur des mises à jour, etc. Il faut prendre ça en compte. Mais il faut que tout ce qu'on fait fonctionne avec n'importe quelle technologie d'assistance, même si elles sont vieilles. Voilà. Et des fois, il y en a des gens qui utilisent des trucs très vieux, donc c'est pour ça. C'est comme ça qu'est fait le WCAG. Maintenant, qui fait quoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui font des choses là-dedans. C'est une petite représentation visuelle, mais en gros, sur l'accessibilité, effectivement, la majeure partie, ce sont les développeurs et les designers.
Mais en fait, il faut aussi embarquer les personnes qui vont prendre les décisions. Il y a généralement une personne référente en accessibilité. Les experts qui vont elles-mêmes directement indiquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui vont taper avec la règle sur les doigts des gens. Et puis voilà, les gens qui sont en charge du projet et bien évidemment les personnes qui rédigent le contenu. Comme vous voyez, c'est une grosse part de développement. Alors, c'est des trucs qui s'imbriquent les uns avec les autres. J'ai utilisé ils ont un… Ça s'appelait comment avant? Ça avait un nom un peu chelou. Ils ont un truc, le gouvernement, pour tous les critères qui sont classifiés par catégorie. J'ai repris les catégories et en fait, elles s'entremêlent un peu entre elles. Voilà. Parce que si vous additionnez tout ça, ça fait plus que 106. Oui. De vue comme ça, oui. Donc, maintenant, je vais vous montrer des trucs. Alors, 3 premiers points. Donc, si on veut faire un site qui est le plus accessible, je vais vous en montrer 9. Dans le temps qui m'est imparti, c'est déjà pas mal. Ouais, ça devrait aller. La hiérarchisation des titres. De manière générale, ordonner le contenu comme il faut. En tant que designer, on va penser bien titres, sous-titres, ce genre de choses, les espaces, les blocs. En tant que développeur, on va respecter l'ordre logique des headings, des balises. Donc là, je parle vraiment en titre de balises. Pour le coup. Ça vous permet en fait, quand vous utilisez un lecteur d'écran, il y a des raccourcis spécifiques qui permettent de naviguer entre les titres. En fait. On appuie sur T, c'est simple. Hein. On appuie sur T ou Shift T et ça permet d'avancer ou de reculer dans les titres. Et ça, c'est vachement bien. Donc, si vous avez par exemple donc le H1, généralement, il y en a un. Des fois, il y en a deux, mais c'est pas si vous avez un A4 qui se dissimule, un H4 qui se dissimule entre les deux, ça va perturber un peu tout l'ordre et ça va faire un peu n'importe quoi. La personne, en fait, juste avec Louis, elle va devoir être capable de savoir où elle se situe dedans. Alors ça, tous les outils qui existent vont très facilement, le DOM, ça se lit très facilement, ils vont lire si tout est dans l'ordre et tout bien fait. Mais pareil, ne pas utiliser des titres à tort et à travers. Le site du Monde, je crois que c'est le Monde, c'est un site de presse. La page d'accueil est énorme. Tous les titres, les liens pour accéder aux articles sont des H2. C'est horrible. C'est horrible. Ils peuvent pas utiliser la fonction de titre parce qu'il y en a beaucoup, alors qu'ils pourraient faire par section, etc. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas utiliser des titres quand il ne faut pas, juste pour des soucis de présentation. Voilà, on n'utilise pas des balises qui ne sont pas faites pour la présentation, pour de la présentation. Les H1 et ça ne sont pas faites pour de la présentation. C'est les classes qui faire ça quand même. Donc ça c'est une petite extension, si elle fonctionne encore. Parce que des fois, les outils, ils sautent pour des raisons. Elle est vachement bien parce qu'elle permet de très facilement, ça donne un petit rapport très rapide pour savoir… elle fait d'autres choses, hein, mais elle est pas mal pour le coup. Ensuite, et puis, ah oui, et si vous êtes… Alors, les poids designers qui sont sur Figma, il y a des plugins qui sont vachement bien. Je suis en train d'en tester un, c'est Stark, qui permet d'annoter justement pour dire aux développeurs ça c'est un H1, ça c'est un H2, etc. D'autres annotations, hein, mais notamment qui permettent de faire ça. Il y a une version payante qui permet d'avoir plus de trucs malheureusement, mais c'est les plugins Figma, c'est toujours un peu ça. Ensuite, en association, et ça c'est très important parce que la navigation clavier se fait majoritairement avec les liens, c'est la tabulation. Donc la tabulation, on ne va pas retourner sur ce truc-là. Hein. On va faire quoi comme site? Vous avez un site que vous voulez regarder? Au pif. Le Monde. Ouais, mais eux, ça va. Pas pour ça. Ouais, non, ils sont bons. Ils sont très bons. Ils sont super bons en éco-conception, en accessibilité, ils sont insupportables. Je les déteste. Donc là, la tabulation, vous voyez, je fais tab et vous avez le petit français, English. Donc là, je continue à faire tab. Bah, là, si, je suis toujours là. OK. Ah, là, je ne sais plus où je suis. Voilà. Donc là, par exemple, je ne sais pas où je suis. Alors, si je regarde là, je vois que je suis dans crise ukrainienne. D'accord. Donc, je suppose que une personne qui est aveugle, elle va voir ça et en fait, elle va naviguer dans tous ces trucs-là. En vrai, c'est super chiant parce que c'est mal foutu. Une personne qui utilise un écran mais qui utilise la tabulation, une personne qui avec une touche à pression comme ça, en fait, elle ne va pas comprendre. Elle va faire « bah, il est où en fait? Je ne vois pas où je suis ». Là, on est habitué à ce genre de truc, on sait exactement ce qu'ils ont fait, les petits cachotiers. Ils ont dû mettre un menu déroulant et voilà, guerre en Ukraine, il est là. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis une action sur le bouton qui permet d'ouvrir. En fait, normalement, à la tabulation, on aurait dû faire actualité, économie, vidéo, etc. en expliquant que c'était un truc qui s'ouvre.
qui s'étend pour justement avoir accès à ça. Donc là, la personne, et c'est super chiant, elle va devoir se taper tout. C'est super chiant. Donc imaginez que vous êtes obligé de lire tous les éléments à l'écran là. Genre, vous n'avez pas le choix. On vous oblige à lire tout. C'est super relou. Pour pouvoir accéder au contenu. Et en plus, ils n'ont pas un lien d'évitement. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai tapé sur Tab après avoir sorti du truc et ça m'a fait un autre truc. Sympa ça. Intéressant. Un petit bug. Il faut tester les bugs. Donc ça, ouais, le menu n'est pas accessible. Donc ça, il n'y a rien qui se voit. Waouh! Ah, parce que j'étais encore dans le menu. Voilà. Donc là, ah ouais, c'est pire que ce que je pensais. Ça, c'est pas bien. Parce que le focus, il est sur plusieurs éléments séparés. J'ai jamais vu ça. Pour le coup, c'est pas une bonne idée. Il y a Arc peut-être au navigateur. Non, je pense pas. Non, après, il faut regarder dans le DOM pourquoi il fait ça. Mais il doit y avoir une explication, ils doivent rajouter des trucs. Mais pareil, hein, ne faites pas plus d'accessibilité que ce qu'on vous demande en termes de critères. J'ai souvent des développeurs qui viennent et font « Ah, on peut faire ça ?» Non, en fait, naturellement, avec leur lecteur d'écran, ils peuvent le faire. Ne rajoute pas de la complexité. On utilise les comportements naturels des lecteurs d'écran et autres technologies d'assistance. Donc, quand on va faire des boutons, on va penser aussi à la pertinence des boutons. Donc, on va mettre des liens, des choses comme ça. Pareil avec les icônes, les boutons icônes, etc. Et on va utiliser surtout les bonnes balises. Alors, je sais que les frameworks, React, etc., ils mettent des divs pour faire des boutons. Moi, je me bats contre ça et je tape sur les gens. Le problème, c'est qu'en fait, si vous n'utilisez pas des boutons ou des balises A, en fait, naturellement, ces trucs-là, ces deux balises, elles sont peut-être connes, mais en fait, elles font beaucoup de choses naturellement avec les lecteurs d'écran. Et elles n'ont pas besoin de surplus, elles fonctionnent très bien toutes seules. Si vous faites une div, il va falloir lui créer tout un système qui va permettre d'avoir le focus, qui va lui permettre de faire la lecture du texte qui est dedans, etc. Enfin, c'est hyper relou. Les différents états qu'elle peut avoir, pressé, selected, les trucs comme ça. Donc, utilisez principalement des éléments natifs. Toujours se renseigner en fait, et puis vous avez tout ce qu'il faut sur Internet. J'ai une petite question au sujet justement des boutons, parce que c'est une discussion qu'on a eue chez FrontGuys. Le focus, par défaut, les navigateurs, ils le gèrent quand c'est bien codé. Mais souvent, nous, en tant que designer, on se dit… Il est moche. Ouais, et donc du coup, on a envie de le customiser. Donc ça, il n'y a pas de bonne pratique à ce niveau-là. Mais ne crée pas du surplus. Je vais vous montrer un truc, c'est pas bien ce que je vais vous montrer. Ah non, je ne l'ai pas. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un bouton. Moi, j'avais vu, ils ont fait un bouton et je leur ai dit, bah, ils ont voulu faire un truc comme ça qui est en pointillé, qui est très stylisé, qui est super sympa, qui marche sur tous les composants et qui rend super bien. Mais ce qu'ils ont fait sur les boutons, c'est qu'au focus, en plus, le bouton il devient noir. Et j'ai dit, non, ça, vous en faites trop en fait. Ne changez pas la couleur interne du bouton, juste le truc autour. Parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués à voir justement ce principe-là et ça peut les perturber. Donc, évitez des systèmes qui n'existent pas. Mais ouais, globalement, en fait, si on l'enlève, il faut forcément le remplacer. On peut l'enlever, mais il faut le remplacer. C'est une obligation. Et enfin, les formulaires, sur cette slide-là, parce que deux autres slides, c'est très simple. Alors, c'est beaucoup de développement, mais pour les designers, s'il vous plaît, mettez les libellés en dehors des champs. Mettez la mention obligatoire visible et pas en astérisque. C'est interdit l'astérisque, c'est pas bien. On peut faire des trucs très bien avec du obligatoire et du facultatif. Faut bien le mentionner. Grouper les éléments, ça c'est classique, hein, grouper les éléments de formulaire ensemble, identité, nom, prénom, etc. Segmenter, faire des groupes. Derrière, les développeurs vont pouvoir faire la même chose parce qu'au niveau du code, ils vont pouvoir faire des groupes, des légendes, des choses comme ça, rattacher les libellés. Il faut bien rattacher les libellés au champ. Voilà. Il faut toujours avoir un libellé et un champ. On ne peut pas faire des libellés qui flottent et qui n'ont pas de champ. Voilà, ça, c'est pas possible. Des fois, on fait ça, j'ai déjà vu, hein, ils mettent un titre, ils mettent un petit truc comme ça, ils mettent deux boutons radio. Fait, oui, mais tes boutons radio, il faut qu'ils soient rattachés à un libellé. Donc là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est on rattache les deux boutons radio au titre. Parce que si c'est le titre qui compte, ben on rappelle qui est en fait le libellé. Et il faut le rattacher, il faut y penser. Ça ne se fait pas tout seul.
Après, c'est juste une histoire d'ID et des trucs comme ça. Et utiliser les balises de base. La balise label, elle est très bien. Elle est très jolie, elle fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup. Et quand on fait un audit d'accessibilité, ça nous fait gagner du temps aussi. Ouais. Parce que les audits, c'est un peu chiant à faire. Hein. Moi, j'aime pas en faire, en vrai. Moi, j'aime bien dire aux gens qui font des trucs mal, mais j'aime pas faire des audits. Enfin, des fois, c'est un peu un casse-tête. Hein. C'est très rigolo. Hein. C'est un peu… Alors, pourquoi ça marche pas? Et on teste et on finit par voir d'où vient le problème. On change. Moi, je change beaucoup dans l'inspecteur d'éléments, un peu de code et bim, ça marche. Et des fois, il y a des trucs trop chelous qui arrivent. Genre, ça répète 3 fois le nom du bouton. Pourquoi il fait ça? Et ça, il faut aller chercher dans JavaScript parce qu'en fait, c'est à cause de ça généralement qu'il va faire ce genre de conneries. Voilà, donc il y a plein d'éléments, il y a toute une catégorie formulaire à respecter. Elle n'est pas très compliquée, c'est même, je pense, une des plus simples, la catégorie formulaire, et c'est vraiment la plus importante, limite, en termes d'ergonomie. Parce que les formulaires, en fait, c'est ce qui permet de faire pas mal de choses en termes d'autonomie. Pour les personnes en situation de handicap, pensez autonomie, je suis capable de faire moi-même quelque chose. Et si vous avez des pièges, des choses qui ne sont pas remplissables, ça ne marche pas. Le bouton Disable, c'est interdit aussi. On déteste ça. En fait, c'est très simple. Je vais expliquer pourquoi. Le bouton Disabled, par lecteur d'écran, il est invisible. Il ne sera pas lu. Donc, alors que si vous faites un bouton et que quand on clique sur le bouton, il y a un message d'erreur, en fait, il arrive comme à la fin et il y a un message d'erreur qui permet de récupérer. Et même pour n'importe qui. C'est-à-dire que, imaginez un formulaire un peu long, vous remplissez le machin et le bouton est toujours en Disable. Ça vous est jamais arrivé de revenir en arrière et de chercher où était l'erreur sans jamais savoir et il ne peut pas vous dire où il est? C'est super chiant. L'avantage du bouton, c'est qu'il va vous dire où est l'erreur. Et en plus, en accessibilité, faire des ratios de contraste suffisants pour un bouton Disable, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Nous, pour Design System, par exemple, on l'a fait. Et je leur ai dit, il ne faut pas le faire. Ils ont dit, bah si, parce qu'il y a des projets qui l'ont. Je dis, bah ils auront un point en moins sur les critères de base. Et on a dit, bah voilà. Waouh! Incroyable ce qui vient de se passer. Et je me demandais, même si on rajoute, alors je ne suis pas spécialiste du tout du code, mais si on rajoute sur ce disabled le fait qu'on peut le nommer à la navigation clavier par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui craque le truc ou pas du tout? Alors, il ne faut pas le faire. Alors nous, ce qu'on a trouvé, mais elle n'est pas optimale, c'est de le mettre en read-only. Quand tu le mets en read-only et pas en disabled, tu vas pouvoir le voir avec un lecteur d'écran si tu fais… si tu fouilles avec les touches directionnelles, parce que tu dis, c'est bizarre, il n'y a pas de bouton. Donc, quand ils vont fouiller avec le bouton, ils vont voir le disable. Voilà. Non, il y a plein de choses comme ça qu'on est habitué à utiliser, les astérisques, etc., qui sont très mauvaises, qui ont toujours été mauvaises, et par fainéantise, qui ont été mises de plus en plus. Voilà. Ah! Oui. Donc, bah, je ne vais pas repasser là-dessus, mais sur Windows, vous avez NVDA qui est gratuit pour les lecteurs d'écran. Si vous avez Windows, utilisez-le. Il est très bien. Par contre, il faut le configurer un petit peu. Mais pareil, sur VoiceOver, macOS, c'est intégré directement. Je ne suis pas fan de VoiceOver. Il est un peu chiant à utiliser, je trouve. Mais il est quand même bien, il est assez populaire. La majeure partie des personnes vont utiliser Apple parce qu'ils sont… Apple, j'aime pas Apple, mais ils sont très bons en accessibilité. Même leur casque de VR, ils ont pensé à des paramètres d'accessibilité sur le casque, quoi. Donc, ils sont très très bons sur ces sujets-là. Donc, faites-leur confiance. Et puis, si vous faites du natif iOS, eux, ils ont toute une documentation accessibilité spécifique à leur code, qui est très bien. Donc, pensez utiliser, même avec NVDA, VoiceOver, si on peut le faire, vous pouvez désactiver votre écran. Éteignez-le et testez. Faites des choses comme ça. Il faut s'habituer quand on fait des tests. Et mettez-les dans les tests fonctionnels à faire justement en recette. C'est pas mal. Vérifiez votre code. En fait, vous faites juste la vérification de code avec le vérificateur du W3C et ça marche très bien. Il va vous dire plein de trucs. Il va vous dire toutes les erreurs, des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de choses sur l'accessibilité qui sont pas mal. Ça, on n'y pense pas assez, mais tous les documents, les CSV à télécharger, les PDF, les docx, tous ces trucs-là, il faut les penser accessibles. Donc, quand on fait un document,
Il faut aussi le penser accessible. On peut faire des titrages, on peut faire des alternatives sur les images, on peut faire tous ces trucs-là en fait sur ces outils. Elles existent, ces options, elles ne sont pas très compliquées à utiliser. Et donc, pensez, les documents qui sont téléchargeables doivent être aussi accessibles. Ça fait partie de l'obligation. Pensez au mobile, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mobile et que ça marche très bien. Moi, je suis habitué, j'ai un ami qui est aveugle et il utilise son téléphone comme n'importe qui, avec le tactile, etc. Et en fait, il navigue dessus et il y arrive très bien. Donc, pensez en mobile pour que ça fonctionne bien. C'est pour ça aussi qu'il faut quand même des espaces assez grands sur les boutons, parce que quand on va pouvoir scanner en fait avec le doigt, quand on en a, des fois ils font ça, au lieu de faire des trucs comme ça, ils vont scanner pour voir tout ce qu'il y a sur la page. Et ça va leur dire tous les éléments de la page. En fait, ils vont pouvoir utiliser leur doigt comme souris en survol. Et c'est super bien pour le coup. Donc, ça marche aussi. Tout ce qui est en iframe et embed, c'est une horreur. Ces trucs-là, c'est une horreur. Pour l'accessibilité, c'est très chiant. Le seul truc qu'il y a dedans, c'est mettre une alternative. Donc, toutes les pubs, les trucs comme ça, pensez à mettre des alternatives textuelles. Et si vous pouvez, faites en sorte de les mettre directement, nativement dans les applications, en fait, dans les sites Internet. Essayez d'intégrer ça directement, ce sera mieux. Ce sera mieux en termes d'éco-conception et ce sera mieux en termes d'accessibilité. Ça, c'est un truc qui est bien, c'est que l'accessibilité et l'éco-conception, elles sont un peu comme ça. Il y a beaucoup de critères qui sont les mêmes. C'est assez rigolo, pour le coup. Et les scripts, enfin. Donc, ce qui est appelé script, c'est effectivement tout ce qui est JavaScript, le front, en fait, surplus. Ça, c'est une catastrophe pour l'accessibilité, parce que c'est jamais pensé pour être utilisé autrement que par une souris. Donc, c'est pour ça que vous avez ce truc-là. Vous avez peut-être déjà vu, Aria, il y en a peut-être déjà qui connaissent ce truc-là. Il y a toute une documentation et c'est très complexe. Le ARIA, parce que moi j'ai des devs qui sont « Ah, mais je vais mettre un ARIA ». Attends, non, tu utilises la bonne balise, tu n'as pas besoin de mettre de ARIA. Le ARIA, c'est pour compenser le manque d'accessibilité de quelque chose qui a été développé. Donc, si vous utilisez du ARIA, c'est que de base, ça n'a pas été développé nativement avec ce qu'il fallait. Il y a toujours la solution ultime, c'est le HTML, CSS pur. Et si vous êtes obligé de faire du script, parce que c'est une fonctionnalité complexe et des trucs comme ça, et bien là, vous allez compenser avec du ARIA, qui va faire des annonces, qui va donner les noms des trucs, qui va permettre d'avoir le focus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui existent sur le ARIA. Mais c'est vraiment pour compenser, ce n'est pas une solution, ce n'est pas la première solution à utiliser. Voilà. Et puis, je vais finir rapidement sur l'aspect stratégique. À part si vous avez des questions sur les trucs ou des choses que vous avez déjà vues ou des questions sur des… Il n'y a pas des composants ou… Une dernière sur le mobile. Est-ce que tu utilises les mêmes outils de test ou de diagnostic sur un site desktop, sur du mobile, ou est-ce qu'il y a des choses plus sympas pour du mobile versus du desktop, par exemple? Alors non, c'est même pire les critères sur le mobile. Okay. Je ne suis pas allé en détail, mais il y a un critère où il faut… c'est quoi là, en pixel? En fait, on fait un truc beaucoup plus simple. C'est qu'on met l'interface en x400. Et il faut qu'en x400, il n'y ait pas de scroll, de double scroll en fait. Oui, en x400. Et c'est parce qu'en fait, c'est un critère sur si la largeur de l'écran est de si la hauteur de l'écran est de machin, il ne faut pas qu'il y ait de scroll inversement. Ce critère, il est horrible à analyser. C'est très, très chiant. Et je ne sais même pas si dans la réalité, ça sert à quelque chose, ce critère. Il y a des critères, on ne sait pas trop s'ils sont utiles. En vrai, on les regarde, on fait comme les tableaux de présentation, plus personne ne fait ça. Heureusement. Ouais, c'est sans doute des gens qui aiment bien embêter les gens. Ou alors qui vivent d'un autre temps. Il y a des gens archaïques aussi. Et enfin, la stratégie de mise en place, bon ça c'est pour vous donner quelques billes. Nous, un peu comme on est, nous c'est ce qu'on veut mettre en place, par exemple chez GRDF. Premièrement, faire de la sensibilisation de l'audit. N'hésitez pas à reprendre, parce qu'on va vous donner la presse et tout, n'hésitez pas à reprendre les éléments. C'est une presse qu'on utilise pour les projets. On va utiliser une partie pour le CODIR, le COMEX, ce genre de choses, donc qui peuvent être utilisées pour justement bien expliquer les trucs. Prenez le temps, surtout avec tout ce qui est PO, PM, beaucoup à prendre en compte. Dites-vous qu'un audit, par exemple, ça c'est un ordre d'idée. Généralement, si vous avez 15-20 pages à auditer, c'est 5 jours de taf, quoi, pour quelqu'un qui est moyennement habitué. Est-ce
que j'allais dire. Pour l'audit, si par exemple on veut présenter ce genre d'argumentaire à notre entreprise ou autre, est-ce qu'il faut être un binôme, je suppose, designer-développeur, parce qu'il y a des choses qu'un designer va peut-être moins comprendre et quelque chose qu'un développeur va moins comprendre? Comment... Si on n'a pas d'expert, ouais. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. S'il n'y a pas d'expert, le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui est expert en accessibilité. Mais si on le fait soi-même, bah ouais, faire monter en compétence un duo, ça peut être bien, ouais. Je pense que c'est ou un designer qui connaît bien. Mais après, les développeurs sont beaucoup plus facilement, naturellement, ils réussissent mieux à comprendre les critères. Hein, c'est plus facile pour les développeurs de comprendre que les designers, pour le coup. En formation, on n'a pas besoin d'expliquer des trucs de base en HTML aux développeurs, quoi. Ah bon, à part certains. Je cherche un autre sujet. Après, il faut toujours de l'accompagnement, donc des formations. Alors, les formations pour les designers, c'est 2 jours généralement. Les formations pour les développeurs, c'est 3, 4, voire 5 jours, avec des formations spécifiques sur les scripts de 3 jours, qui sont très complexes. Donc, c'est ça qui est bien. Et puis, apprendre à utiliser les outils, c'est un peu long des fois pour les développeurs. Pour le coup. Et puis après, il faut bien sûr veiller à ce que dans la continuité du projet, on fasse bien les choses. Donc il faut faire de la revue de code récurrente. Et ça, je vais vous montrer un peu, c'est basique ce que je vais vous montrer, mais mettre en place vraiment dans la recette, une recette sur l'accessibilité, c'est pas mal. Donc notamment, par exemple, il y a un projet comme ça qui n'est pas accessible. Comment on ferait? En fait, on arrive, on sensibilise un peu tout le monde. On pourrait faire par exemple un petit audit partiel. On n'est pas obligé de commencer par un audit complet. Ça permet. Alors, je vous ai parlé de Ara, l'outil pour. Vous avez 3, vous pouvez faire un audit rapide, un audit un peu mieux et un audit complet. Vous pouvez très bien utiliser l'outil pour faire l'audit partiel qui est sur 25 critères au lieu des 106. C'est un début. Ça fait une première. On peut déjà, en fait, en faisant un audit, on va se rendre compte de plein de trucs de base qu'on ne va pas forcément mettre dedans et on va savoir à peu près la charge que ça va être. Puis on va expliquer les bonnes pratiques d'outils d'intégration et après on va justement, parce que ça va donner des premiers tickets. Et après le but c'est de développer, faire de la recette et puis boucler et réintroduire petit à petit, alors là je ne l'ai pas mis pour le coup parce que je ne savais pas trop comment le mettre, mais faire un audit complet au bout d'un moment. Mais c'est bien d'en faire. Si vous avez des audits qui sont, en fait, même par rapport à la réglementation de la loi, si vous avez une démarche qui est en cours et que vous dites que c'est en cours et que l'avancement, c'est toujours bien vu en fait, pour le coup. Le principal, c'est de faire les choses et de commencer quelque part. Donc, avec Ara, vous faites les 25 premiers critères, ils sont faciles, n'importe qui peut le faire, c'est pas très compliqué. Et il y a beaucoup de critères qui sont débiles. Hein. Genre le doctype, il faut un doctype, il faut que la langue soit en français, il y a des trucs très simples. Tout à l'heure, tu disais que sur l'éco-conception, il y avait des similarités et qu'une bonne éco-conception pouvait avoir des impacts sur l'accessibilité. Est-ce que de la même manière, un bon SEO peut avoir aussi de l'impact sur une accessibilité? Alors ça, j'en parle pas effectivement, mais parce que ça, c'est quand on parle pour autre chose. L'accessibilité, le SEO, effectivement, ça marche bien de pair puisque tu vas savoir, Google a des critères sur l'évaluation de l'accessibilité. En fait, il y a des tests automatisés qui sont faits par Google, en tous les cas, sur un certain nombre de critères. Pas tous, 60-70% des critères peuvent être automatisés, un truc dans le genre. Et donc, en fait, ça fait partie du ranking de Google. Et au niveau du SEO, forcément, ça a un impact. Après, ça a un impact aussi sur les textes qui sont utilisés parce que Google va quand même analyser les textes et va vous dire si c'est bien et ça a un impact sur la clarté, la pertinence. S'il voit qu'il y a plein de fois le bouton en savoir plus, il va être en mode non mec, faut arrêter là. Donc oui. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Bon, après, on a mis quelques exemples si vous voulez vous amuser. Si vous voulez tester des déficiences visuelles, voir un peu quel type de déficience il existe, parce qu'on ne les connaît pas forcément toutes, vous pouvez utiliser l'application iView, qui est très rigolote et qui permet de simuler différentes déficiences visuelles. La cataracte, les trucs comme ça. Et vous faites « Ah ouais, en fait, les gens qui ont ça, ils voient ça. » Ah ouais, donc c'est pour ça que vous vous dites, là c'est bien d'avoir un truc qui est bien aéré, bien compréhensible, c'est quand même cool.
Et une vidéo que je ne montre pas, mais que je trouve vachement cool. Je vais finir avec une vidéo rigolote. Vous voulez que je finisse avec une vidéo rigolote? La réponse est dans la question. Je pense que je dois la voir. Oui, mon YouTube, c'est des drag queens et des trucs comme ça. Chacun ses péchés. Voilà. Il n'y a pas de son? Ah, le son, il est... Oui, je vous dois combien? Bon, petit monsieur, avant, il va falloir d'abord sélectionner tous les carreaux avec des vaches, que vous voyez juste cela. En plus, ça, vous avez de la chance, il ne bouge pas. Sélectionner les cases contenant des vaches. Ne pas rendre son site accessible, c'est renvoyer les aveugles au Moyen-Âge. Ça, c'est une association Valentin Hilly pour le coup. C'est pour vous montrer un peu. Les captchas, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer. Ou des réactions, des demandes spécifiques. N'hésitez pas. Hein. Ce qui peut m'intéresser justement, parce que moi je suis plus dans la partie design. Pardon. Ça serait, excusez-moi, j'avais le travers. Oui, bah vas-y, reprends ton souffle. Et du coup, oui, pour les outils de recettes, en fait, je me demandais, Oui. Est-ce que tu as quelque chose quand on doit tester avec les développeurs, les QA, quels outils? Alors j'ai entendu parler de DQ, j'ai entendu parler de peut-être d'autres, mais j'ai plus les noms. L'outil et phare, on ne sait jamais lesquels choisir en fait. Alors l'outil phare qui est basé, en fait, Microsoft et Google ont, alors Insight pour Microsoft et Lighthouse pour Google, sont basés sur l'automatisation des critères de Hackscore. Je ne sais pas si vous connaissez Hackscore. Et Hackscore, c'était très bien comme truc. Mais du coup, le machin est déjà intégré. Si vous allez là dans l'inspecteur d'éléments, vous faites les petits chevrons là, tout en haut qui cachent des trucs. Vous avez Lighthouse. Et vous décochez tout. Le premier, il est bien si vous voulez faire l'éco-conception. Si vous voulez apprendre à faire de l'éco-conception, vous faites le premier. Il est pas mal. Et là, vous faites ça. Et après, ça... Ah non, je crois que j'ai désactivé le cache. Et est-ce que ça marche sur n'importe quel environnement de test? Bonjour, ça sera tout? Chut. On l'a déjà vu. Oui, ça marche sur... Oui, parce que c'est en local que ça fait le test. D'accord, donc en fait, Lighthouse, c'est les mêmes critères que ce que j'entends quand j'entends du Axe ou des choses comme ça. Oui, parce que okay. Axe, c'est pareil en fait. En fait, ça va dépendre de ton... En fait, utilise n'importe quel outil que tu veux entre Insight, Axe ou Lighthouse, c'est les mêmes. La différence, ça va être sur ce qui te préconise. Comment les textes sont expliqués, la facilité à comprendre les choses. La pédagogie en fait, de l'outil va changer, mais la méthode de test est exactement la même. J'ai appris ça récemment, je ne savais pas. J'ai appris ça genre la semaine dernière, pour le coup. Ces outils du coup pour le web, mais est-ce qu'il y a des outils similaires pour tout ce qui est applicatif? C'est bien ce que je pensais. Non, c'est un peu chiant. Sur Apple, il y a toute la documentation d'Apple pour le coup. Sur Android aussi, c'est spécifique à Android. Les outils test, je ne les connais pas sur… Il y en a peut-être. Hein. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas en tout cas. C'est souvent un truc qui revient sur les applications natives. Donc voilà, et là, ça vous donne un rapport qui vous permet de savoir sur quoi il faut s'améliorer. Et des fois… Bon, celui-là, c'est pas un bon exemple parce que c'est que des critères un peu très techniques pour le coup. Mais il y a des choses sur la hiérarchie des titres, sur les alternatives des images, ces trucs comme ça. Les couleurs, ils vont tout automatiser. Des fois, ils ne vont pas les voir. Si c'est mal codé, les ratios de contraste, il faut le faire manuellement parce qu'il ne va pas détecter le fond par rapport au texte. Il faut se méfier. Alors, méfiez-vous surtout de celui-là. N'oubliez pas, par automatisation, les ratios de contraste, c'est bon. Ne pensez pas ça. Il faut bien… C'est celui où il faut faire le plus attention parce que des fois, il ne détecte pas si c'est dans le fond, ce qui est dans le fond pour le coup. Ça, c'est l'outil. Et si vous voulez sur un… Qu'est-ce qu'on va… Je prends un truc au pif, on s'en fout.
Stark, qui est vachement bien. Et maintenant, ils intègrent tous la nouvelle méthode qui n'est pas officielle, mais il y a une nouvelle méthode pour évaluer les ratios de contraste qui rajoute la perception. Parce qu'en fait, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode du WCAG 2.1 et vous avez l'APCA qui prend en compte dans l'algorithme la perception des couleurs. Donc, il y a des trucs qu'avant qui passaient, qui ne passent plus. Il y a des trucs qui passent pas et qui maintenant passent. C'est très chiant. Mais la méthode est mieux théoriquement, pour le coup. Oui, parce que concernant les niveaux de contraste, je sais que à des moments, j'avais essayé différents outils et qu'en fait, des fois, tu en essayes 3 ou 4 et en fait, les 4 t'en donnent des résultats différents. C'est pas normal. Ils ont tous le même algorithme. Ah ouais? L'algorithme, il est ouvert sur W3C. Ils sont censés utiliser tous le même algorithme. Là, si j'utilise, tu vois, j'ai 7.77. Normalement, si j'utilise celui-là, amusons-nous, 7.77. C'est bizarre. Ouais. Ouais, il faut vraiment faire à l'hexadécimal. Ouais. Et même lui, des fois, il ne détecte pas, là, par exemple, là, c'est parce que c'est un groupe. Des fois, moi, non, ça va, c'est assez simple. Des fois, sur des trucs Figma un peu complexes, il va galérer à savoir le truc où c'est. Ouais, globalement, quand j'ai eu des soucis, c'est quand j'ai testé des plugins Figma et justement, j'en cherchais un qui était bien et j'en ai utilisé plusieurs et ça ne me donnait pas toujours des résultats concluants. Mais... Les seuls outils, les plugins les seuls plugins qui sont cool, c'est Stark, Contrast et c'est tout. Enfin, Stark, il est bien parce qu'il est complet sur plein mal d'autres choses. Il va tester la typographie, il va pouvoir mettre les alternatives textuelles, etc. Donc ça, c'est le heading, on va pouvoir spécifier, on va pouvoir dire par exemple, je vais mettre un truc au pif, je vais vous montrer ce que ça fait. Je me dis que c'est un H3, en fait, il va spécifier que c'est un H3. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dupliquer le truc et faire une annotation sur le côté par rapport à ça, mais après, les machins, on peut les... Il est vachement bien fait. C'est assez cool. On peut définir un ordre de focus. Ah, ça, c'est le rêve. C'est-à-dire que vous allez définir vous-même dans quel ordre le focus doit se faire. Et ça, en tant que designer, il faut y penser parce qu'en fait, vous allez le faire naturellement par rapport à la souris. Vous réfléchissez, mais du coup, ça va. Vous n'avez pas besoin de spécifier au développeur que là. Mais en fait, pensez qu'il y a des gens qui utilisent ça au clavier. Et du coup, si une personne utilisait au clavier mon interface, dans quel ordre ça va faire? C'est pour ça, connaître les raccourcis des lecteurs d'écran, ce genre de choses. Là, par exemple, il y a très peu de liens. Donc, en fait, ça ferait le menu. Et après, ça ferait ce bouton-là. Et après, ce bouton-là, ce bouton-là. Et après, ça passerait directement au footer. Et ton stepper, il ne le voit pas? Bah non, parce qu'il n'est pas cliquable. Il n'est pas cliquable. Par contre, s'il utilise un lecteur d'écran et qu'il fait les flèches directionnelles, si, quand j'enlève tout le CSS, le machin est bien dans l'ordre comme il faut, et il va voir le stepper. Parce qu'en fait, il faut que, aussi, quand vous enlevez tout le CSS, eh ben, ce soit un ordre logique et que ce soit lisible. Et que ça ne fasse pas le bordel dans tous les sens. Il y a des choses horribles, hein, les graphiques, c'est horrible. Il faut faire généralement une alternative. Ah oui, et ça, les alternatives, il n'y a que pour les graphiques que c'est autorisé. Vous ne pouvez pas faire un site alternatif accessible, c'est interdit. Si vous faites ça, en fait, vous êtes sanctionné en vrai. Parce que vous n'avez pas le droit, tout simplement. Vous n'avez pas le droit. C'est quoi un site alternatif accessible? C'est un deuxième site avec une URL différente? Il y en a beaucoup qui faisaient ça et en fait, tu avais moins de contenu. Tu n'avais pas le même contenu, tu n'avais pas les mêmes services, les mêmes fonctionnalités. Il était très épuré, mais du coup, tu n'avais pas la même chose que les personnes qui sont voyantes en fait. Ah, mais complètement. C'est un gros sujet parce que du coup, on n'offre pas le même service. Donc ça fait partie des critères. Il faut que ce soit le même site, que le contenu soit… Et pareil, entre le desktop et le mobile, il faut exactement le même contenu. Vous ne pouvez pas enlever des trucs entre les deux. Alors si les photos, les images, si elles sont juste décoratives, les trucs décoratifs, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci. Mais quand je parle de contenu, c'est vraiment les trucs informatifs, les images informatives et tout, et tous ces éléments-là de texte, bien évidemment. Bon, après, je pourrais aller très loin dans le… Je pourrais ne jamais s'arrêter. Et puis voilà, je sais pas, une dernière question, s'il y a quelqu'un qui veut ou pas, ou ça va? Bah très bien. Merci beaucoup du coup pour toute cette présentation, toutes ces connaissances. Et du coup, on va pouvoir enchaîner les discussions de l'autre côté pour la pizza. Merci beaucoup.
Âge.